du privé, mais on a vu effectivement que ça posait des problèmes avec les assurances. Merci Vanessa. La suite du débat donc sur le modèle français et la culture avec nos invités qui sont toujours là. Caroline Fourest qui est chroniqueuse au Monde, Ruth Kirstein qui est actrice et metteur en scène d'origine américaine. Merci à vous deux d'être toujours avec nous. Et puis en direct, alors c'est le quartier des théâtres qui est derrière vous, Tom Bishop, c'est Times Square, c'est ça, c'est le bon endroit pour parler du théâtre, si je me comprends bien. Oui, à Paris, on pourrait dire c'est le quartier du théâtre public, du théâtre privé. Oui. Je dis ça par ironie parce que franchement, je trouve qu'il n'y a rien de plus nocif pour la situation du théâtre en France que la division aussi radicale entre théâtre public et théâtre privé. Je veux bien qu'il y ait deux genres de théâtre différents et pourquoi pas. Il y a de la place pour le privé aussi, mais les gens du théâtre public font comme si les comédiens, les metteurs en scène et tous ceux qui travaillent pour le théâtre privé sont des hors-la-loi, il y a un vrai mépris parfois du théâtre public à l'égard du théâtre privé. Un vrai mépris et je pense que ça dessert le théâtre énormément et qu'il n'y a rien de pire. Il faut absolument un jour terminer cela. Bon, voilà, une chose que je voulais dire. Je pense qu'il est important que c'est ni public ni privé, qu'il y ait de la place, comme cela a été dit tout à l'heure, pour les jeunes compagnies, les jeunes auteurs, les jeunes metteurs en scène qui veulent faire un théâtre que le gouvernement ne voudrait peut-être pas subventionner, qui pourrait être même contestataire. Il faut qu'il y ait de la place. Alors il faut aussi qu'il y ait la possibilité de trouver un financement pour cela. C'est peut-être le rôle du mécénat, mais peut-être pas le grand mécénat, un autre mécénat. Et ça doit se trouver. Alors, je me permets de dire deux choses. Je vous en prie, Non, je voulais dire deux choses sur deux sujets qui ont été mentionnés tout à l'heure en passant, mais qui sont de grands sujets à mon avis. Le premier, c'est l'histoire de Time Magazine et son célèbre article sur la culture française qui n'existe plus. Ça, c'est aux États-Unis, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça n'a aucune importance. Tous les 10 ans environ, c'est Time Magazine cette fois-ci. Il y a 10 ans, c'était le New York Times qui a fait un grand article sur la décrépitude de la culture en France. Ce sont des choses qui n'ont aucune importance, qui sont nulles d'ailleurs. Et la seule chose que moi je retiens de tout cela, c'est que ni Time Magazine, ni le New York Times, ni aucun média américain ne parlera jamais de la culture d'un autre pays. Il n'y a que la culture de la France qui les intéresse. Et si on dit du mal et que ça n'existe pas, je trouve que c'est une culture non américaine. Jamais on parlera de la culture espagnole, anglaise, italienne, allemande. C'est la culture française qui intéresse, même pour en dire du mal. Tant mieux. Je préfère qu'on parle de la culture française. Voilà, ça, c'est pas trop mal. D'accord. Donc, pardon de vous avoir repris. Oui, il vaut mieux qu'on en parle. Voilà. Alors, ça tombe bien parce que figurez-vous que sur France 24. Oui, je vais revenir vers vous, Tom Bishop. Je vais revenir vers vous parce que je voudrais qu'au-delà du théâtre, on parle aussi du cinéma, car en France, la manière de financer... je voulais parler du cinéma. Alors, on va revenir vers vous, mais je voudrais aussi faire intervenir Caroline Fourest et Ruth Kirstein qui sont avec nous. Donc, sur le cinéma, la France a su trouver, d'une certaine manière, un modèle que les autres pays lui envient. Question, Caroline Fourest. Écoutez, si on compare par exemple avec la situation du cinéma italien, on sait que la belle époque du cinéma italien qui nous fait encore tous rêver, en fait, est carrément est morte parce qu'à un moment donné, justement, il y a eu un changement de politique culturelle en Italie et que l'État a cessé de soutenir aussi ce cinéma un peu inventif, un peu créatif. Et à l'inverse, on sait qu'il y a eu des belles histoires comme un grand réalisateur indien qui avait un problème d'assurance à un moment donné en Inde parce qu'il a fait une crise cardiaque et que plus personne ne voulait assurer ses films alors que c'était un immense réalisateur. Eh bien, c'est une partie du ministère de la Culture française qui lui a permis de faire ses derniers films. Donc c'est des beaux exemples d'échanges, c'est des beaux exemples où l'État soutient effectivement des grands noms, des grandes signatures. Et s'il existe encore une industrie du cinéma, c'est parce qu'il y a ce modèle français, c'est aussi votre sentiment ?
ça, c'est justement un point où je trouve magnifique le rôle de l'État. Et je crois aussi que pour le spectacle vivant et le reste, il faut être reconnaissant de ce rôle-là. Mais justement, dans le domaine du cinéma, c'est particulièrement réussi. Je crois que le niveau de professionnalisme vraiment est là, dans ce domaine-là, beaucoup plus haut. Et aussi, l'œil du public français est beaucoup, beaucoup plus aiguisé pour la qualité du cinéma et que en comparant avec la qualité du théâtre. Par exemple, on peut dire que les conceptions pharaoniques de large dimension comme Avignon, comme la Nuit Blanche, comme ce sont des manifestations culturelles. Donc Avignon, c'est du théâtre. La Nuit Blanche, c'est souvent une humiliation collective du domaine du théâtre ou des autres parce qu'il y en a trop. Mais là, vraiment pour le cinéma, et on voit trop de choses mélangées. Mais pour le cinéma, il y a vraiment le public à un œil, et là, il y a un travail magnifique qui est fait. Tom Bishop, vous vouliez parler du cinéma, je vous redonne donc la parole. Est-ce que l'État a sauvé le cinéma français? Et si le cinéma français est là où il est aujourd'hui, mais peut-être on peut en parler, est-ce que c'est grâce à l'État? Moi, je trouve que c'est grâce à l'État, c'était grâce à la politique de la proposition de l'exception culturelle qui a été en effet attaquée non seulement par les anglo-saxons, comme vous l'avez dit, mais aussi par les autres Européens qui n'étaient pas du tout pour. C'était une lutte que la France a menée toute seule d'abord. Finalement, d'autres se sont ralliés et la France a gagné. Et heureusement, parce que c'est grâce à la notion de l'exception culturelle que la France a pu sauver le cinéma français, tandis que d'autres cinémas européens sont morts, quasiment morts. Et ça, c'est une chose formidable. La France avait tout à fait raison de dire qu'on ne peut pas laisser mourir une culture. Et là, évidemment, dans le domaine du cinéma, il y a des lois qui n'ont rien à voir avec le théâtre ou la danse, par exemple. Ça, c'est les entrées des grandes productions américaines. Mais la France a su se défendre en créant quelque chose. Ce n'est pas une question négative, c'est une chose positive. L'exception culturelle a été une idée absolument formidable. Au début, j'avoue que moi, j'étais plutôt contre, comme la plupart des gens ici. Et c'est Jacques Toubon qui m'a fait comprendre. Il était formidable dans ça. Ancien ministre de la Culture de Jacques Chirac. C'est logique de défendre ça. Absolument. Alors, Caroline Fourest, un mot sur le cinéma aussi. Mais le cinéma, c'est effectivement un bon exemple où le professionnalisme a permis de trouver cet équilibre qui peut-être est moins facile à trouver dans des arts plus fragiles ou plus jeunes ou j'en sais rien, parce que par exemple, ou moins coûteux, effectivement. Quand on parlait tout à l'heure, et c'est vrai qu'il faut veiller à ce qu'évidemment cette omniprésence de l'État ne tue pas le côté contestataire de certaines représentations culturelles. Et évidemment, ça menace peut-être plus le théâtre que le cinéma, où il y a cette corporation professionnelle qui fait quand même tampon entre le gouvernement et les artistes, et qui défend beaucoup les artistes au nom d'une vision d'État qui transcende en fait les différents gouvernements. À propos de gouvernement, qu'est-ce qui a changé d'un gouvernement à l'autre? Est-ce qu'il y a une continuité dans cette exception française, ou est-ce qu'aujourd'hui, on parle de rupture, en tout cas Nicolas Sarkozy a été porté au pouvoir sur ce thème-là, est-ce qu'il y a une rupture dans la manière de faire de la culture et de financer la culture en France? Honnêtement, pour l'instant, je pense qu'il y a encore une résistance de ces professionnels-là qui fait que la rupture ne se sent pas trop, mais sur la longueur, il y a quand même des grandes orientations qui peuvent finir par peser. Mais après, il y a des choix aussi différents qui sont faits dans la façon de mener ces débats. Quand on a vu Jacques Lang mener la question du prix unique du livre... Pour éviter que les petites librairies ne soient écrasées par les grandes surfaces. Alors on est vraiment dans une façon de mener la culture au nom de l'État qui ne peut être que protectrice et jamais problématique, parce que là, on organise tout simplement le fait que la loi du marché doit s'arrêter aux portes de l'intérêt général pour quelque chose qui est un peu de l'ordre de la valeur sacralisée qui est la culture pour tous. Donc c'est une façon égalitaire de mener la culture qui n'est pas forcément la priorité de tous les gouvernements. J'ai 2 remarques générales à faire qui me tiennent à cœur. Premièrement, on parle d'exception culturelle. Ça veut dire la France, elle est une exception dans la manière qu'elle traite la culture au niveau du gouvernement. Je crois qu'à l'intérieur, il est très important de ne pas faire une différence entre l'approche qu'on a
dans la politique, dans les médias, dans la perception de la culture, de la recherche, de l'éducation, du sport. Je crois que les mêmes phénomènes dont on souffre dans la culture sont les mêmes avec lesquels les autres professions et domaines ont affaire. Et il faut aborder ces problèmes-là en ne pas percevant la culture comme une exception. Alors, ouais. Vous voulez ajouter quelque chose ? Une remarque très importante. On parle de subventions, on parle du rôle de l'État. Très, très important et grande reconnaissance qu'on doit avoir à l'État hors des subventions, du fait de l'assurance maladie. Ça vous semble peut-être bizarre qu'on en parle, mais le fait, les conditions sous lesquelles les artistes travaillent aux États-Unis sans avoir la moindre sécurité de la santé est vraiment, ça c'est une base de travail qu'on a en France. Ça vous laisse une liberté de création évidemment parce que vous êtes d'exister. On a encore un Caroline exemple où effectivement on avait obtenu un équilibre assez protecteur en France, mais qui est en train d'être attaqué parce que c'est le régime des intermittents notamment auquel vous faites allusion. C'est une autre. On a l'assurance maladie qui est déjà protectrice, mais de l'autre côté on avait quelque chose d'un corps qui venait s'ajouter, qui était ce statut des intermittents du spectacle, qui permettait d'être payé sans travailler tous les jours. Il y avait un équilibre entre le nombre de jours chômés et le nombre de jours travaillés qui était un équilibre logique. Et aujourd'hui, en fait, en augmentant le nombre de jours travaillés nécessaires pour avoir ce statut, on écrème énormément et il y a beaucoup d'intermittents qui ne sont plus protégés par ce statut, ce qui fragilise la diversité de la culture. Alors on a parlé du cinéma et là je me retourne peut-être vers Monsieur Bishop. Est-ce que cet effort permanent qui dure depuis des décennies de l'État français dans le domaine de la culture a permis à la culture française de s'imposer davantage? Est-ce que vous voyez très clairement un effet positif à tout ça depuis, on va dire, depuis la fin de la guerre? Moi, je dirais certainement que la France a joué un rôle. Enfin, moi, je le dirais. J'ai une petite opinion sur ce qui est du rôle de la France dans le monde entier, mais je parlerai surtout des rapports franco-américains, puisque c'est là où c'est ce que je connais de loin le mieux. Et là, la France a joué, continue à jouer un rôle très important en mettant des moyens importants. Pas toujours facile à avoir en ce moment. Les budgets sont très serrés en France pour tout évidemment, donc pour la diffusion de la culture aussi. Mais la France joue cette carte. Elle sait parfaitement que la culture est un produit qui parle de la France. Mais la France a été aussi remarquable dans les rapports culturels franco-américains en soutenant la diffusion de la culture américaine en France. Elle joue en partie le rôle complémentaire que l'Amérique ne joue pas, puisqu'il n'y a pas toujours l'absence de ministère de la Culture ici. Bon, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat qui touche à son terme. Merci beaucoup Caroline Fourest de nous avoir accompagnés pendant toute cette série de débats sur le modèle français. Merci beaucoup Ruth Kirstein et merci Tom Bishop à New York dans ce quartier des théâtres. On referme donc ce débat, on va marquer une page de publicité et puis restez avec nous. On va continuer à parler de la France. On va parler de Nicolas Sarkozy qui arrive demain à Copenhague. Avec quelle stratégie? On va poser la question à notre spécialiste Roselyne Febvre. Dans un instant, c'est la suite de Paris Direct. Merci d'être avec nous. Depuis une trentaine d'années, les scientifiques se penchent sur le phénomène du réchauffement climatique. Quelles sont les conséquences à terme pour la Terre? Comment les États tentent-ils de répondre à ce défi planétaire? Interviews d'experts, reportages, chronologie, ne manquez pas notre web documentaire réalisé avec RFI sur france24.com. Regardez France 24 en direct sur votre téléphone portable. Partout dans le monde, sur la plupart des mobiles. Quel que soit votre opérateur, retrouvez France 24 en 3 langues et en direct. Merci de nous rejoindre sur France 24. Rendez-vous sur notre site internet france24.com, rubrique mobile. Choisissez votre modèle, renseignez votre numéro de téléphone et recevez gratuitement l'application pour regarder France 24 en direct.
et ne rien rater de l'actualité internationale en continu sur votre mobile.